Là, on va débuter cette masterclass. Ouais, super, on y va. Bonsoir à tous déjà et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle masterclass Chiloé. Donc, ce soir, on est en compagnie de Julien, spécialiste du trail. Et pendant 1 heure, on va échanger autour du thème de débuter et progresser en trail. Comme l'a fait Adèle dans le chat, c'est vrai que juste avant que je passe la parole à Julien, ce serait bien qu'on sache un peu quelles étaient vos attentes par rapport à cette masterclass concernant la thématique, si vous étiez plutôt pour se mettre, intéressé par le fait de se mettre au trail ou si l'idée c'était plutôt de progresser, voilà, en fonction de vos habitudes à vous. Ce soir, pour animer la masterclass, donc comme d'habitude, 2 membres de la team Chiloé. Donc, moi-même, Alouette Givré, je suis responsable des opérations chez Chiloé pour toute la partie partir avec un guide qu'on a mis en place. Et Asti Courrier qui s'occupe de mettre vraiment en lumière les micro-aventures et de vous permettre de partir avec un guide. Je vais te passer la parole, Julien, pour que tu puisses un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et ton actualité du moment. Allez, bisous. Merci. Donc, Kingfisher Dingo, j'habite le Vexin quasiment depuis que je suis tout petit. Je ne suis pas resté tout petit très longtemps. J'ai vite grandi et fait pas mal de sports de pleine nature. J'ai 46 ans aujourd'hui, hein, ça passe un peu vite, mais pour les sports d'endurance, bon, ça le fait encore, ça va, ils ne me demandent pas d'aller trop vite. Donc, j'arrive à rester, à me démarquer. Mais donc 46 ans, aujourd'hui je vis dans le Vexin où j'ai grandi. Bon, j'ai su m'expatrier aussi un petit peu, voir ce qui se passait ailleurs, hein. C'est-à-dire un peu quatre coins du monde déjà pour commencer. Et puis j'ai appris à découvrir un peu plus notre fantastique pays avec les Pyrénées, le Pays Basque, la Corse où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai passé mon diplôme de guide accompagnateur en montagne. J'ai exercé une petite dizaine d'années là-bas. Et je suis revenu il y a une petite dizaine d'années, pareil, dans le Vexin maintenant, où par chance, je me suis lancé, après avoir fait mes armes en province dans le sud, on va dire, pardon, et à l'étranger. Je me suis lancé sur mon territoire d'origine, c'est-à-dire dans les activités touristiques et de pleine nature, à travers la randonnée pédestre, qui est la base de tout, presque, j'ai envie de dire, avant de se même mettre à courir. La randonnée pédestre, ici, aux portes de Paris, on a un des 4 parcs naturels super riches, hein, en patrimoine naturel, mais historique aussi, patrimoine bâti. Très surprenant, un patrimoine naturel aux portes de Paris, très, très surprenant. Je suis un peu chauvin, je parlais de mon Vexin, mais je connais aussi maintenant un petit peu la Chevreuse ou les abords de Fontainebleau, même un peu plus l'est de la capitale. Et c'est souvent délaissé. Hein, on rêve souvent, dès qu'on a quelques jours, tout du moins avant cette période Covid, de partir courir plusieurs centaines de kilomètres au sud de la capitale pour enfin se retrouver en plein air, en pleine nature. Mais on a des petits trésors aux portes de la capitale et notamment dans le Vexin. J'espère pouvoir être un bon ambassadeur des prochaines micro-aventures Chiloé parce qu'on a un programme super achalandé et plutôt croustillant, et de vous faire découvrir ce territoire encore peu connu, mais vraiment qui sera, j'en suis convaincu, ça, que ce soit avec moi ou d'autres, vous faire découvrir vraiment l'envers du décor de ce qu'on a aux portes de la capitale, en tous les cas. Donc maintenant, depuis 10 ans, effectivement, donc je randonne, mais je loue des vélos aussi. Alors, ce sont des activités que je décline encadrées. Elles sont toutes potentiellement encadrées par mes soins, pour avoir un petit discours sans grande prétention, mais un petit discours quand même sur l'environnement qui nous entoure, et puis pour coacher, entre guillemets, à mon humble niveau, les participants à travers leur pratique sportive. Donc, c'est décliné avec le VTT et aussi avec le canoë et le kayak, puisque j'ai 2 points de location différents. Et ici, on navigue sur une magnifique rivière en frontière de la Normandie, qui est la rivière Epte, un vrai petit bijou. Et le très surprenant petit bras de Seine, ici, entre Véteuil et La Roche-Guyon, au pied de la réserve naturelle nationale des Coteaux de Seine, où vont se passer beaucoup de nos futures micro-aventures, que ce soit trail, mais aussi VTT et encore d'autres. Voilà mon activité depuis 10 ans maintenant ici. Donc, ça a été un vrai challenge, ça l'est toujours bien sûr, mais c'est surtout très enrichissant de pouvoir participer à faire vivre son petit territoire
qui n'avait pas ce potentiel touristique au-delà de ça, aux portes de Paris. Hein. On pense surtout à partir s'oxygéner loin, loin d'ici. Donc, c'est génial. Je suis un peu locavore de mes activités. Donc, tout en restant quasiment chez moi, j'ai la chance de faire découvrir des sentiers incroyables. Voilà. Et au niveau du trail, comment tu t'y es mis? Comment tu as eu cette passion déjà pour la discipline et jusqu'à en faire après ton métier, puisqu'aujourd'hui, tu encadres des gens de façon professionnelle? Le trail, je suis tombé dedans. Moi, je viens surtout des sports d'endurance, c'est vrai. J'ai un petit les sports de balle aussi, mais surtout les sports d'endurance. Et à travers surtout la discipline du triathlon que j'ai pratiqué il y a maintenant quand même un petit moment. Mais et en quittant mes montagnes, hein, puisque je vivais entre Corse et Pays Basque il y a encore 10 ans de ça, et ce pendant une dizaine d'années. En revenant ici en Île-de-France, c'est un peu moins glamour sur le papier. Hein. Je dis bien un peu moins glamour, mais une fois qu'on redécouvre un peu tout ça, on est très surpris encore une fois. Et donc, mais bon, c'est sûr qu'en revenant vivre ici, j'ai eu, même si je vais souvent en montagne, hein, j'ai travaillé un petit peu l'hiver notamment, mais il fallait que je garde un contact quand même avec les sports d'endurance, côtoyer un petit peu l'extrême, c'est un bien grand mot, mais à travers en tous les cas des heures qui passent, ce qui était quand même aussi mon métier sur les sentiers, hein, et pas des plus faciles. J'ai beaucoup travaillé sur le GR20 particulièrement. Donc, ça allait me manquer inévitablement quand même. Donc, en rentrant en Île-de-France ici, ça a été la pratique du trail, la possibilité de garder ce contact avec le sport d'endurance, la course à pied que j'ai toujours pratiqué. Et du coup, m'entraînement secrètement ici, vous verrez, vous serez assez surpris du dénivelé qu'on va trouver ici dans le parc du Vexin. Alors, c'est jamais très très haut, bien évidemment, hein, mais c'est une succession de nombreuses vallées avec des dénivelés qui sont parfois le dénivelé le plus important ici, c'est 136 mètres en one shot, quand même. Oui, quand même. Attention. Mais bien ficelé, on a vite fait de faire des sorties avec lesquelles on retrouve pas mal de dénivelés véritablement. Pour vous donner une idée, on peut vite confectionner quelque chose qui pique avec 20 km et 800 ou 1000 mètres de dénivelé. Donc pour l'Île-de-France, un avis aux amateurs, à part les 25 bosses de Fontainebleau que j'adore au demeurant, on ne peut pas faire beaucoup plus. Et donc, j'ai trouvé que c'était la bonne alternative de pratiquer le trail pour pouvoir occasionnellement, une fois ou deux dans l'année, me rapprocher de la montagne pour faire un trail de montagne, parce que bon, évidemment, moi, j'ai préféré garder une certaine idée du trail plutôt engagée, plutôt dénivelée. Après, c'est ma philosophie, c'est de par surtout mes activités de ces dernières années j'ai préféré garder un côté de la pratique assez montagnarde, on va dire, mais se pratique dans notre beau pays un petit peu partout. Hein. Donc voilà comment vraiment je suis rentré dans le trail. C'était vraiment, en fait, parce que tu avais ce besoin aussi de sport d'endurance et de retrouver le trail sport dans la nature. Voilà, quand même. Et comment t'en es venu du coup à te dire que tu allais en faire aussi un métier, c'est-à-dire encadrer des gens qui les entraînaient pour le trail? Tout ça, ça va vite. En même temps, je me retourne, mais c'est pas si loin derrière. Hein. J'ai l'impression d'avoir quelques années de pratique, mais en fait, je remonte à 8, 9, 10 ans. Hein, donc, c'est juste derrière. Il y a 8, 10 ans, tout ça, ça a été très, très vite aussi. Hein, cet avènement, c'était en train de venir en France, on le voyait bien. Hein, les gens couraient de plus en plus. Moi, j'ai pas mal d'amis voilà, plutôt bureaucrate, on va dire, ingénieur ou cadre. On voyait bien, il y a déjà 10-15 ans, sur le papier, il fallait faire du marathon, tout ça, ça a été très, très vite quand même. Il y a 10 ans, autant dire que l'avènement du trail commençait à rentrer dans son accélération finale, j'ai envie de dire. Et au même moment, donc c'est devenu très à la mode, et au même moment, dans le milieu quand même touristique professionnel, j'entends par là surtout via la Corse, où le terrain était propice et faisait même déjà rêver à travers quelques belles aventures déjà filmées et pas mal mis sur le devant de la scène avec le record du mythique GR20, hein, qui le vaut bien. Et tout ça, au moment où j'ai quitté la Corse, j'ai quelques amis qui se sont lancés sur ce marché-là, dans le tourisme sportif du trail,
oui, c'est ça, du dépassement et de la progression via le trail. J'ai un ami qui s'est lancé là-dedans en Corse il y a déjà 8 ou 10 ans. Un précurseur, certes, mais c'était que le début et on voyait bien que ça allait prendre forcément. Et on a bien vu dans les années qui ont suivi. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, il y a un certain frein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne pense pas, malheureusement pour eux, que ces gens-là qui se sont portés sur le voyage à travers le trail, surtout, mais la course à pied, ça existait déjà. Hein. Mais le voyage trail, c'est en train de prendre énormément. Bah, c'est quelque chose que je ne cautionne pas du tout, hein, personnellement, mais ça, après, on voit ce qu'on veut. Euh, c'était en plein boom avant l'épisode du Covid. Les petites structures qui proposaient du voyage avec du monde, avec ce mode de déplacement trail, étaient ça marchait fort, tout du moins. Je pense que évidemment là, ils ont des jours un peu plus compliqués. Donc tout ça, c'est venu. C'est une des rares disciplines sportives avec ces dernières années, en tous les cas, avec une progression si rapide, assez bluffante, quoi, quand même. Et du coup, quand tu encadres des groupes, dans le Vexin, par exemple, des petits groupes de personnes que tu emmènes faire du trail, ce serait quoi pour toi un peu j'ai envie de dire, les mots-clés que tu gardes de ça? Parce que ça reste un sport individuel que vous pratiquez en groupe. Il doit y avoir, j'imagine, le goût de l'effort, le partage. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot pour illustrer un peu cette pratique liée à ton métier? La différence quand même du trail et de la course à pied sur route, le mode de progression, c'est toujours essayer de se propulser, hein, de courir. Sur le papier, oui, bien sûr, c'est individuel. Alors sur la route, 110% individuel. On est très content de retrouver son copain 10 minutes après sur la ligne d'arrivée et de partager ses émotions. Mais à travers le trail, ça peut dépasser un peu ce clivage-là quand même. Ça reste une pratique individuelle, bien évidemment. Hein. La plupart de ces entraînements, on les fait seuls tout de même. Quand on est dans le dur, on s'en prend qu'à soi, hein, pour finir et rentrer à la maison. Mais ça peut aussi procurer et occasionner, et c'est un des côtés sympas quand même du trail. J'ai eu la chance d'en faire pas mal quand même. C'est par exemple des séances d'entraînement ou des déplacements à la journée ou sur 2-3 jours, dans le cadre d'une compétition ou pas d'ailleurs. Hein. En trail, on parle souvent de petits séjours ou de week-end choc, par exemple. Des week-ends sur 2-3 jours, on va essayer d'en faire un petit peu plus. On le fait, on se déplace en famille ou entre amis, un peu plus souvent quand même, entre groupes de filles ou de copains. Et donc, on est réunis dans l'effort, mais le trail, c'est pas que ça aussi. On est un peu moins nerveux du chronomètre. On prend un peu plus le temps. On va dire que le trailer, c'est peut-être un peu plus vivre que celui qui court sur route. On prend le temps de découvrir une région. On prend le temps que l'on veut aussi, hein. C'est plusieurs types de budgets aussi, mais on prend le temps de découvrir la région, que ce soit à travers son aspect culinaire ou historique. Il y a le moment de la course ou de l'entraînement, bien sûr, mais c'est aussi quand même des moments conviviaux de partage où on a l'impression voilà, on fait du sport, mais un peu intelligemment et au vert aussi. C'est un peu ça une des marques du trail que je vois et que j'affectionne. Ouais. Ouais, c'est avoir le goût de l'effort, mais aussi profiter de l'environnement que tu as autour de toi et que tu n'aurais pas sur un run plus classique. Ouais, bien sûr. Après, il en faut pour tout le monde. Et il y en a qui pratiquent le trail très, très, très assidûment, avec peu de place à côté Mais chacun voit comme il le veut à sa porte, bien évidemment. Et il est pratiqué de plus en plus à un niveau assez incroyable. Hein. Donc, je comprends qu'on puisse se prendre au jeu et de jouer cette carte à 100%, hein, bien évidemment. Mais pour moi, et pour revenir aussi sans trop m'éloigner à la façon dont je le propose à travers mes activités professionnelles, c'est justement avec moi, je triche pas. Toutes mes activités professionnelles, je les fais avec ma vision de ma propre pratique. C'est-à-dire, oui, j'aime bien mouiller le maillot. J'aime bien avoir mal aux jambes quand je suis rentré le soir. Oui, bien sûr, parce que je sais qu'il y a ce petit feedback incroyable et que je vais être de mieux en mieux. Mais j'aime bien, s'il a fallu que je m'arrête pour un moment en pleine nature, lié à un chant d'oiseau, à une fleur ou un nuage, je vais m'arrêter. Et s'il y a quelque chose en chemin où il faut absolument décrocher pour aller boire un petit verre ou manger, j'irai aussi.
Donc ici dans le Vexin, que je fasse une sortie VTT, une sortie en canoë, une randonnée, ou même si on va cette fois-ci courir un peu plus, elle sera aussi, après je vais savoir m'adapter par rapport à la demande de mon client, mais elle sera aussi quand même. Il y a une appellation que, bon, on va droit au but, comme ça on comprend bien, hein, le terrain de jeu, c'est très bien, mais j'aime pas trop à la fois. Non pas parce que ici c'est un endroit que je veux protéger, mais terrain de jeu, c'est, oui, bien sûr, on va profiter de la nature. Elle nous offre bien souvent des sentiers. Ici, il y a des singles, un peu techniques ou pas, mais extraordinaires, on ne peut jamais s'en lasser. Mais c'est offert par rapport à la nature, ou parfois ça a été façonné aussi un peu par la main de l'homme. On vient en profiter, il faut que ça reste dans l'état bien évidemment, mais ce terrain de jeu, il nous est offert par la nature qui l'a créé de toutes pièces. Donc on vient en profiter on reste humble face à elle, et donc on est là aussi et surtout pour la découvrir. Ok. Donc, si on peut allier un peu les deux, hein, pas que mouiller le maillot et rentrer. On découvre un petit peu sans prétention, mais que ce soit un petit peu d'histoire et autres. On a un pays fantastique, l'Île-de-France est fantastique. Donc, c'est un petit mariage des deux. Voilà. On allie les deux. L'effort Voilà. et le plaisir de découvrir le Vexin, qui est finalement en fait ton lieu à toi, là où tu fais toutes tes activités. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'avec Julien, on a mis en place différentes micro-aventures pour Chiloé, notamment le trail dans le Vexin. Il y a le canoë et de la rando dans le Vexin, et on a également du VTT que tu proposes. Et toutes ces micro-aventures-là, elles seront à retrouver sur le site de Chiloé. Il y a des départs prévus dès la mi-mai sur ces différentes micro-aventures. Voilà, c'était le petit rappel là-dessus. Je vois qu'on commence à avoir, Astico, dans le chat des questions un peu plus techniques. On va peut-être passer à la partie un peu plus technique sur se mettre au trail, du coup. Carrément. D'ailleurs, merci. Je voudrais vous remercier pour toutes vos réponses dans le chat. Alors, c'est assez partagé. On a quand même une petite majorité de personnes qui n'ont jamais encore testé le trail, qui sont plus là pour parler initiation, mais on a aussi quelques personnes qui nous parlent progresser, course, des objectifs qu'ils se fixent, voire même compète, et puis plein de questions techniques auxquelles on va pouvoir répondre. Je vois que vous êtes plusieurs, notamment, à vous poser des questions sur les chaussures. Donc, Julien va pouvoir vous répondre à tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et ça nourrira notre discussion. On va peut-être commencer d'abord à parler des bases de l'entraînement et de l'équipement. Je vois qu'il y avait notamment une question sur comment ça se passe en fait, un trail. Souvent, les personnes qui n'ont jamais fait de trail, donc désolée pour celles qui connaissent déjà bien, mais ne se rendent pas trop bien compte comment on gère l'équipement, notamment les bâtons, et puis alterner la marche, la course, gérer l'effort. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, comment ça se passe une course, on va dire, assez typique de trail? Alors, la spécificité du trail avant tout, hein, contrairement à la route, à la route, il y a quelques épreuves, on sait, il va y avoir une côte particulière qui va apporter évidemment quelque chose de souvent un petit peu raide, mais une course sur route va plus ou moins être du même dénivelé au final. En trail, ce qu'il y a de très intéressant aussi dans la pratique, c'est qu'on va quand même avoir de tout. On va avoir de la plaine, on va avoir des pré-montagnes, on va avoir de la haute montagne, on peut avoir du sable aussi, hein, il y a des épreuves de plus en plus en vogue, la half marathon, des choses comme ça. Donc là, ça change beaucoup de choses. Ça va changer bien sûr le terrain sur lequel on va s'entraîner, ça va avoir des conséquences sur le matériel qu'on va devoir porter, à commencer par ce qui nous intéresse peut-être le plus avant toute chose, c'est les chaussures. Donc l'incidence va être très grande. Est-ce que je vais courir tout le long de l'épreuve? Est-ce que je vais devoir marcher? Est-ce que je vais devoir dormir? Enfin, on a de tout, hein. Ça va évidemment de 10 km à 200, on va dire. Donc là, faut-il bien cibler… Le finisher de l'UTMB que tu es connaît bien cette problématique de dormir ou pas dormir. Exactement. Exactement. Mais on peut aussi faire 10 km de trail.
Ah, mais on peut faire 10 km de trail, un superbe petit parcours bien ficelé, un truc bucolique, un petit passage technique et s'être éclaté. On peut le faire aussi dans la neige, on peut le faire en plein hiver dans la boue. Donc, le choix de la chaussure, par exemple, si on peut parler que de la chaussure, va être déterminant par rapport au type de terrain sur lequel va avoir lieu l'épreuve sur laquelle on est inscrite. Faut-il, je pense, avoir au moins 2, 3 chaussures, ça commence à être du luxe, mais faut-il avoir un fond de roulement de chaussures chez soi, au moins de 2 paires. Une paire qui va servir selon le type de saison. Si le terrain est un peu sec, le terrain est un peu gras, tout ça pour se protéger aussi, bien évidemment. Un terrain qui peut être un peu gras, je pense à la célébrissime, on peut dire des noms de marque, c'est pas bien grave, je pense. Vas-y. Salomon avec les gros picots 3D, la Speed Cross, qui est un modèle super, par exemple pour nous, franciliens, quand l'hiver est un peu humide. La gadoue ou la neige, c'est un des best-sellers. Mais la Speed Cross, je ne vais pas l'utiliser sur des chemins qui sont maintenant secs et très ventés. Ça va occasionner c'est une chaussure assez rigide, ça va occasionner des chocs. Il va falloir quand même, avant même de parler de l'épreuve sur laquelle je vais aller, avoir au moins 2, 3 chaussures pour pallier à la météo du moment autour de chez moi, tout simplement, là où je m'entraîne toute l'année. Ensuite, là où je vais aller pratiquer ma course, ça peut être un kiff. Cet été, je suis en vacances, je dis n'importe quoi, dans les Alpes, que j'en fasse 10, 20 ou 50, ce n'est pas le problème. Je sais que je vais sûrement avoir quelque chose de rocailleux, de caillasse, donc il va falloir une chaussure qui a un pare-pierre, donc des chaussures vraiment des modèles, bien évidemment, avec une telle mode autour du trail, les différentes marques savent jouer sur ce courant-là, comme dans beaucoup de pratiques sportives, et à commencer par la course à pied, on peut laisser beaucoup d'argent en chemin. Faut-il faire attention aussi à ce qu'on fait? Après, peu importe les budgets aussi, on fait ce qu'on veut, mais bien avant, il faut commencer par regarder ça. Les chaussures par rapport au type de terrain sur lequel je progresse au quotidien, mais sur lequel aussi va avoir lieu ma course. Les bâtons, très sincèrement, moi je suis un grand utilisateur de bâtons. Alors les bâtons, c'est important si je fais une épreuve qui a du dénivelé. Si ça n'a pas de dénivelé, ça n'a pas d'importance. Avoir la mode de courir avec des bâtons, vous avoir derrière là. Les bâtons, à mon propre avis, ça commence à partir de 30-45 km. Sinon, ça n'en vaut pas franchement la chandelle. Et surtout, si on a un parcours technique, rocailleux, technique, 30-45 km, oui, on peut commencer à aborder les bâtons qui sont de forte utilité. Moi, je les recommande même, il n'y a pas de problème. En dessous, ces distances-là, ce n'est pas nécessaire, pas du tout. Il faudra bien avoir étudié le parcours, le profil de la course, pour savoir la façon. Ce qui est peut-être de plus facile à appréhender quand on est débutant ou jeune trailer, parce qu'il là où il y a un vrai gap entre la course à pied sur route et le trail, c'est surtout le dénivelé en fait. C'est là qu'on va y venir, c'est là qu'on va pêcher, c'est là qu'on va découvrir un nouveau monde. Le dénivelé, il ne faut pas avoir peur outre mesure, ça prend du temps avant de développer les capacités respiratoires et musculaires pour courir en montée. Ça prend un certain temps. Certes, c'est très valorisant une fois qu'on a monté la côte près de chez soi, sur laquelle on lutte depuis des mois et des mois, c'est top. Il ne faut pas la manquer, d'essayer de passer ce petit cap, mais c'est surtout le dénivelé. Et à partir de là, le dénivelé, on va utiliser le bâton ou surtout ce qu'on appelle la marche rapide, assez rapidement. Moi, j'ai connu des triathlètes ou des coureurs sur route qui ne voulaient pas entendre une seule seconde de devoir se mettre à marcher en montée. Il était évident que c'était couru à perte d'avance, malgré je me souviens d'un ou deux camarades très bons triathlètes. En triathlon, même au triathlon d'Embrun, on fait du dénivelé à vélo, mais certainement pas à pied. On est autour du lac, c'est pas grand-chose. L'aspect dénivelé en trail, elle va vraiment changer toute la discipline. Donc, se mettre à courir vraiment dans la montée, c'est délicat. Et même des gens qui ont un long passé triathlète ou à pied, dire moi, je ne peux pas entendre ou concevoir de marcher en côte. Ça, c'est la principale erreur. Il faut bien évidemment marcher en côte et assez rapidement. Dès que l'inclinaison au-delà de 6-7 degrés se présente, il faut savoir marcher, c'est très judicieux. Et humblement savoir marcher pour un peu
un peu mieux récupérer d'ailleurs à la sortie de la côte et relancer un peu plus vite que d'avoir subi cette côte en essayant de courir absolument, mais arriver en haut complètement cuit et finalement mettre un temps incroyable avant de récupérer et se mettre à courir. Donc, c'est toujours plus judicieux. Ça, c'est vrai que ça demande quand même un petit temps d'adaptation, que l'on vienne de la route ou alors pas du tout, hein, que l'on vienne d'autres choses. Ça demande une petite adaptation dans ce dénivelé. Et donc, il faudra toujours commencer quand même très progressivement, parce que le dénivelé, c'est comme pour tout, c'est comme à vélo, hein, ça peut quand même un petit peu ruiner ses espoirs de... C'est assez ingrat, bien évidemment. Donc, il faut être assez patient et surtout pas hésiter à marcher non plus. Et alors, on Et avait des petites questions dans le chat, je rebondis là-dessus. Alors, concernant déjà la pointure des chaussures de trail, il faut prendre sa taille habituelle ou il y a une recommandation particulière par rapport à cela? Il y a une recommandation particulière pour avoir testé, j'approuve très sincèrement, c'est il ne faut pas hésiter quand même à prendre une taille au-dessus. Une taille au-dessus pour ceux et celles qui vont pratiquer le trail d'une moyenne distance, j'ai envie de dire. C'est vrai que le pied va avoir tendance à gonfler par la chaleur, l'effort. C'est la principale raison. Mais pour être tout à fait honnête, c'est un phénomène qu'on commence à ressentir après au moins 4-5 heures d'effort, pas avant. Ok. Si on reste dans une pratique 10, 15 bornes, 20 bornes, tout ce qui est moins de 3 heures, je pense qu'il est préférable de rester près du pied, c'est-à-dire peut-être à sa pointure originelle. Dès qu'on va passer sur quelque chose qui risque de taper un petit peu parce que c'est dénivelé, c'est un peu caillouteux, ou parce que ça va chauffer, parce que je vais passer longtemps sur les sentiers, là, effectivement, la pointure supplémentaire, elle est judicieuse. Mais franchement, pas sur quelque chose qui va dépasser, pas en dessous 4-5 heures d'effort. Ça sera, à mon sens, pas nécessaire. Ok. On a deux autres questions. Alors, je les prends là parce qu'elles se suivent, qui ne vont pas être liées directement à la basket, mais au niveau des genoux. Parce que là, tu parlais des dénivelés et de la gestion de l'effort dans les montées. Et on a deux personnes qui nous ont posé des questions, notamment avec des genoux un peu sensibles, syndrome rotulien. Quels sont les conseils? Faut-il protéger son genou pour faire du trail? Ah, le genou, le petit syndrome rotulien. Bah oui, bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Faut jamais abdiquer, hein. La machine, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, il faut que ça reste légèrement huilé. Alors, à partir du moment qu'on est touché en plein vol, on n'a pas le choix, en fait, il ne faut pas s'arrêter. Moi, c'est pour vous rassurer, j'ai une hernie discale depuis mes 19 ans. J'ai déjà plus de ménisque gauche depuis 2003, donc ça commence à faire quand même tout ça. Bien sûr, il y a l'âge qui passe un petit peu. On n'a pas le choix une fois qu'on est touché. Alors, on a été excessif en sport ou autre chose, ça c'est le parcours d'une vie. Hein. Mais bon, une fois qu'on est touché, bon, quelque part, c'est qu'on est un peu addict à tout ça. Donc, on va avoir du mal de s'en passer. Mais il faudra continuer malgré tout. Parce qu'on a besoin de huiler la machine. Par contre, une fois qu'on est touché par ces facteurs, il faut être d'autant plus sérieux sur la qualité de nos chaussures. Ça, c'est le point primordial. Une fois qu'on est touché par ça, hein, hanche, tout ce qui va supporter, bien sûr, quand on ne fait pas de sport porté, il faudra quand même rester dans une fourchette, pas de prix, mais de poids relativement décent. Hein. Il ne va pas falloir de grandes envolées. Voilà, les chaussures, le poids qui reste quand même décent. Et puis, alors, si c'est pour une pratique avec un peu de dénivelé, par exemple, bien évidemment, là, les bâtons sont ultra judicieux. Après, savoir utiliser les bâtons, ça, bon, évidemment, c'est pas super technique, hein, ça vient assez vite, mais savoir utiliser des bâtons quand on a ce genre de problème-là, à la descente notamment, je pense, savoir les placer judicieusement pour apporter un peu d'appui supplémentaire, c'est évidemment quelque chose d'hyper important. On y prend rapidement, on est assez à l'aise avec, et c'est important quand on a ce genre de petits bobos qui commencent à nous accompagner dans notre pratique.
Et puis faire un maximum de trail, hein, éviter un maximum la route, bien sûr. On n'a pas grand-chose à faire. Et puis peut-être, une fois qu'on est un petit peu touché par ça, varier un petit peu plus les plaisirs aussi. Hein, c'est peut-être le moment, si vous êtes un grand coureur, de faire peut-être, si vous sortez 2, 3, 4 fois par semaine, de faire une sortie, d'enlever une sortie course et de faire du vélo à la place, peut-être. Justement, on a une question là-dessus. Toi, tu as des entraînements qui sont, complémentaires. Je pense notamment à tout ce qui est plus, musculation, pour, enfin là, par rapport au problème des genoux et cetera. Tu nous parles de vélo, mais il y a aussi, est-ce que tu as un entraînement pour, voilà, te renforcer et éviter les blessures? Qui a l'air d'être un sujet, qui passionne les foules. Ah bah, les blessures, bien évidemment que ça passionne les foules parce que je comprends bien et j'entends bien, c'est un des syndromes. Bah, normalement, dès qu'on a un petit peu, on a mis une paire de baskets et qu'on est sorti de chez soi, on a déjà eu, que ce soit la petite crampe au pire niveau genou, l'essuie-glace, ce genre de choses. C'est la course à pied, ça peut aller très vite. On peut avoir du mal à faire les 20 premières minutes et on peut avoir mal au bout de 40, 1 heure, 1 heure et demie. C'est une des pratiques les plus bobologiques qui soient, hein. Donc, il faut quand même rester très lucide par rapport à ça. Parce que par contre, les dégâts collatéraux derrière sont assez pénibles et c'est un moindre mot. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est souvent quand même des douleurs assez vives. Et malheureusement, ces douleurs, quand on va trop loin avec la course à pied, ça occasionne quand même des dommages qui vont avoir des répercussions sur des pratiques qui se veulent être plus douces aussi. Donc franchement, et je ne suis pas le mieux pour parler, mais j'en ai laissé un petit peu sur le bord de la route, hein. Moi, j'ai déjà 46 ans. C'est mon métier déjà depuis toujours de me servir de mon corps. J'ai fait de la compétition à haut niveau très jeune, hein, déjà dès 14-15 ans, donc je l'ai quand même pas mal sollicité. Donc croyez-moi, très sincèrement, attention surtout avec la course à pied. Si vous sentez que c'est le moment d'un peu relâcher, de souffler, il ne faut pas hésiter, c'est quelque chose qui va être assez traumatisant. Le problème de la course à pied ou du trail aussi, je l'entends bien, hein, c'est une pratique assez. La course à pied, rien que de magique. On est citadin ou pas. J'ai une vie un peu trépidante ou speed, un peu moins ces derniers mois avec le Covid, mais on sait qu'elle va vite retrouver son train trépidant. La course à pied, c'est très pratique, hein. Je sors du bureau, même le midi ou le matin avant d'y aller, je chausse, je suis parti. Mais attention, toujours, hein, les plus grands coureurs kenyans ou somaliens, hein, ils sont épais comme ça, hein. Il- pour pouvoir porter la carcasse, alors on peut avoir des chances d'avoir des genoux ou des chevilles en forme, mais voilà, faites attention à votre ligne, faites attention surtout au matériel, et je pense évidemment ce qui va vous supporter, c'est la chaussure. Faut pas hésiter, la plupart des vendeurs sont quand même très bons, hein, vous êtes très bien conseillés. Par rapport à votre morphologie, votre façon de courir, ça peut vraiment être un plus d'être conseillé. Après, on se lâche plus ou moins dans la marque et dans l'esthétique, hein. Il faut savoir se faire plaisir aussi. Mais avec la course à pied, le matériel et le poids sont des facteurs importants. Ça reste primordial. Et puis, si on veut durer, parce que c'est vrai que c'est un bonheur et c'est une jouissance. Avec la course à pied, ce qu'il y a de radical, c'est que très rapidement, une demi-heure, 40 minutes, une petite heure d'activité, on rentre à la maison et on a déjà quand même tous ces bénéfices qui parfois demandent un peu plus de temps d'aller chercher avec d'autres pratiques sportives. C'est un bien-être qu'on a la chance de toucher très rapidement. Ça, c'est les vertus de la course à pied quand même, hein, et on a très vite envie d'y retourner. Et parfois même, et souvent, trop vite envie d'y retourner. Ça nous apporte, on veut changer de vie, on vient de divorcer, on a eu un troisième enfant, je veux arrêter de fumer, il y a plein d'occasions de se mettre au sport. La pratique de la course à pied, c'est très facile pour ça, on s'y met en un clic, hein. Après, il ne faut pas succomber trop rapidement à la mode. C'est aussi, et ça c'est la base, tant mieux, on en devient très vite addict, hein. Et c'est là que c'est difficile de savoir freiner un peu, surtout si on est quelqu'un qui démarre
où on a tous ou presque tous eu notre passé glorieux sportif. Allez, je m'y remets, hein, j'ai 40 ans, allez, ça commence un peu à chiffrer, allez, je m'y remets maintenant. Voilà, patience quand même, avant tout, parce que Mais sans la d'ailleurs, tu patience, insistes. c'est votre corps qui va rapidement crier famine. Et malheureusement, après le petit bobo, bien souvent, de celui ou celle qui a voulu aller trop vite en course à pied, malheureusement, le petit bobo, il fait mal parce que derrière, c'est des mois, voire des années avant de refaire quelque chose. Donc, Tu c'est bien insistes de quand bien même d'ailleurs sur la parfois. partie. Ouais, je voulais juste, comme il y a une question dans le chat, je vois, tu étais en train d'insister sur la partie bon équipement pour éviter tout ce qui est bobo. Tu as un avis, toi, dans le débat drop ou pas drop? Parce que Non. c'est souvent un débat qui revient chez les runners et les trailers. Je Non, sais qu'il non, y a non, moi, deux j'en suis écoles. pas à me poser ces questions-là. Moi, j'essaye, moi, je suis très au feeling. J'ai essayé Il deux, faut que la trois. chaussure, tu la Ah, sentes bien. juste à Alors, stigmatisme, j'avoue, moi, le premier, précise, c'est j'habite. le drop. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous le demande. Plus ou moins d'amorti. Voilà. Il Donc, y a deux écoles un peu, c'est ceux qui ne jurent que par l'amorti, donc plus ou moins, hein, voilà. Et puis ceux qui préfèrent une chaussure qui est avec le moins d'amorti possible pour, comme le précise bien d'ailleurs Marie dans le chat, pour privilégier le travail naturel du pied. Donc il y a des pour, il y a des contre dans les deux cas et des avis très tranchés souvent. Le mieux, c'est de tester soi-même. Exactement. Le mieux, c'est de tester soi-même. Moi, c'est pareil, j'aime bien ce qu'on appelle le proche du pied, hein, le chausson, le proche du pied, le proche du contact assez rapide. On a une foulée moins aérienne que sur route en trail, hein, donc on a un contact quand même roche assez rapide. Moi, j'aime bien, sans aller jusqu'au minimalisme, hein, loin de là, mais j'aime bien la chaussure maîtrise. Je place mon pied. Ouais, c'est comme à ski, là, je lis ma trajectoire ou à VTT, je place mon vélo. Voilà, j'aime bien ça. Après, je sais que le matériel est bluffant dans le drop aussi. Je ne vais pas évoquer là quelques, quelques marques que vous en voyez forcément qui vous viennent à l'esprit. Il y a un confort incroyable là-dedans aussi, hein. Donc, franchement, il y a plusieurs écoles. Il faut tout simplement essayer. Moi, malgré mes bobologies de genoux ou de dos, je reste près du pied. Ok, merci. Donc du coup, on a parlé pas mal matos et voilà, bobologie et toutes les blessures à éviter. Dans la lignée pareil, des bons conseils que tu as à donner lors d'une sortie de trail, alors là, je parle plutôt d'une sortie assez courte, donc moins de 3 heures. Tu conseilles quoi au niveau de la nourriture? Est-ce qu'il faut déjà s'alimenter? Si oui, comment? Et qu'est-ce que toi, tu conseilles quand tu t'emmènes des gens avec toi? Sur une sortie de 2 heures, 3 heures, oui, bien sûr, je vais quand même m'alimenter. Moi, j'ai une chaudière qu'il faut pas mal alimenter, hein, donc je pars jamais à vide. Mais sur du 2h30, 3 heures, je vais surtout favoriser un apport rapide. 2h30, 3 heures, je sais que je vais avoir quand même ingérer ce que j'aime à ingérer pour ce genre de sortie-là, au moins 1h30, 2 heures avant, mais je vais emmener surtout avec moi du sucre sur une sortie comme ça. Je vais emmener avec moi quelque chose de très simple, 3 heures, je vais emmener une ou deux bananes. Je suis très simple, hein, une ou deux bananes, une pomme pote piquée à mes gamins. Sur 2-3 heures, ça va être à peu près tout. Allez, en cas de besoin, je vais avoir une super barre là, qui traîne quand même. Allez, celle qui est une cliff, un truc bien pour être sûr, quoi. Pour être sûr de pallier à un éventuel gros coup de moins bien. Il peut arriver à tout à chacun n'importe quand. Allez, vas-y, j'aurai un truc qui remet vraiment bien, mais sinon très simple, de Et puis l'eau. avant de partir, donc tu disais 1h30, 2 heures avant, Pour on a partir notamment pas une 3 personne, heures. ouais, voilà, qui te demande surtout pour au moment où tu pars, te sentir assez léger tout en étant en Ouais, ayant quand ouais, même c'est du ça. carburant, quoi. Oui, Qu'est-ce il que faut tu manges? pouvoir. Il ne s'agit pas de faire la première heure tout en étant en mode digestion, quoi. Alors évidemment, comme tout à chacun, par rapport à son emploi du temps,
privé, boulot, etc. Parfois, on fait sa séance, on n'a pas encore bien digéré, hein. On l'a tous fait et on le fait, bien sûr. Mais idéalement, 1 heure et demie avant, une séance de 3 heures, je vais avoir mangé. Moi, j'aime bien le matin. J'essaie plutôt de caler mes entraînements le matin. Mais matin ou après-midi, peu importe. J'aime bien toujours avoir un fond. Moi, je m'organise, j'ai toujours un fond de riz. C'est ma petite base. J'ai l'équivalent d'un bon bol de riz. Ça serait l'idéal, par exemple. Là, je me ferais un bon bol de riz avec une tranche de jambon, un œuf dur, quelque chose de très simple. Mais là, je ferai 1 ou 2 heures avant, bien sûr, la base de ce que je vais avoir digéré qui va m'apporter tout de suite quelque chose de bon pour ma sortie. Puis ensuite, du coup, je serai quand même resté assez léger. Et du coup, pendant la sortie de 2 heures et demie, 3 heures, je vais taper dans des aliments qui vont être faciles à ingurgiter et digérer tout au long de la balade. C'est-à-dire, bon, banane, ça passe quand même assez vite. Pomme pote, c'est très efficace. Ou la barre de tout à chacun sportive là, qu'on a, ça se digère, tu ne le sens même pas. Hein. Et le long de cette sortie, avec les apports que j'ai eu 2 heures avant, ça va être parfait. Et du coup, je te posais la question donc pour les sorties plutôt courtes, donc moins de 3 heures. On a aussi une partie du chat qui est intéressée, qui a déjà fait du trail, qui est plutôt en mode passer au niveau supérieur. Quand tu fais une sortie beaucoup plus longue, une sortie de 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu rajoutes d'autres choses dans les choses à emmener avec soi pour pallier tout coup de mou, ou tu juste augmentes les quantités, mais tu ne changes pas spécialement. Tu es toujours sur de la banane, de la barre bien sucrée et qui t'envoie un coup de boost. Oh non, là, 4, 5, 6 heures, non, je commence à changer là. Ouais. Non, non, je Tu commence à varies les changer. plaisirs. Bah, tu vois, Alors en vas-y, 4-5 dis-nous 6 tout. heures, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure avec des amis ou des futurs aventuriers de Chiloé que j'ai hâte de recevoir ici. Au bout de 4, 5, 6 heures, on commence à vivre autrement qu'avec le petit gel ou la petite banane. Mmh. Ouais, non. Là, c'est-à-dire que 5, 6 heures, je vais franchement pas hésiter à m'arrêter boire un café. J'aurais pris avec moi, hein, très sincèrement, hein, en tous les cas. 5, 6 heures, je vais avoir besoin de 5, 6 heures. Il faut, dans ce type d'effort, qu'on espère ou pas, peut-être, pourquoi pas un jour même dépasser, il faut s'apprendre à manger sucré et salé. À partir de 4, 5 heures d'effort, il faut commencer à alterner, hein, parce que c'est ce qui va vous accompagner pendant 10, 20, 30 heures ou plus. Vous ne pouvez pas passer 10 heures, 20 heures ou 30 heures à manger que du sucre ou attendre que le ravito où il y aura des pâtes, parce que de toute façon, des fois, vous arrivez, il n'y en a plus. Alors, ce n'est pas la peine de jurer que par les pâtes. Mais il faudra à un moment donné, surtout si on est un tout petit peu épicurien, je pense l'être un tout petit peu, ouais, il faut que j'alterne. C'est inévitable. Donc, si j'ai pris ma part de sucre, avec moi dans la besace, il y aura eu... moi, je suis capable de tout, hein. Je peux être parti avec la part de pizza qui reste de la veille, mais un petit sandwich de jambon, ça ira très bien aussi avec une lamelle de fromage. Enfin, un côté sucré-salé, quoi, Ok. de toute évidence. Reprendre aussi du sel, pas que du sucre. Euh, parce que le sucre ne suffira pas Hmm. d'un point de vue énergétique. Et puis surtout aussi, c'est comme dans la vie, plus les heures vont passer sur ce type d'épreuve, hein, donc on n'en est pas encore à parler de 30, 40 heures, mais plus les heures vont passer, plus savourer un petit moment de bonheur à travers la nourriture, hein, on n'apprend rien. C'est très efficace en général. Un petit moment de nourriture, un petit coup de fil, un petit message, voilà, c'est très important quand même. Hmm. Donc là, 5, 6 heures, on n'est pas encore parti faire la diagonale des fous, hein, mais voilà, un petit moment de bonheur. Ah, tiens, moi, je suis assez C'est salé, aussi pour le moral. mais c'est aussi et surtout pour le moral. Je vais te poser une dernière question, mais je voudrais juste avant ça prévenir le chat qu'il nous reste à peu près 11-12 minutes. Donc, moi, je vais poser ma dernière question et ensuite, on prendra les vôtres. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur votre entraînement actuel, sur un objectif que vous voulez atteindre, allez-y, mettez-le dans le chat et on y répondra juste après.
Donc du coup, ma dernière question, tu nous as pas mal parlé du Vexin. Je me demandais si tu avais une course à conseiller, si, voilà, ce soir, il y en a qui veulent, vraiment s'y mettre ou qui d'ailleurs s'y sont déjà mis et qui veulent se fixer un objectif. Est-ce que tu as une course que tu conseilles pour les vraiment débutants? Donc vu qu'on voyait pas mal de gens qui nous parlaient initiation et puis une deuxième peut-être que tu conseilles pour, ceux qui ont déjà bien tâté le trail et qui voudraient, un challenge, un nouveau challenge, quelque chose d'un peu plus, corsé. En Ben, France, bien sûr, en parce qu'on France, est bien chez sûr. Chiloé. Alors, mais en France, bien sûr. Alors, bon, en même temps, on reste dans une année légèrement Covid, comme on dit. Donc, Oui, bon, oui. les épreuves, ça reste quand même délicat, particulier. Je vais m'avancer sur rien. Allez, malheureusement, une épreuve bon, je vais en parler, hein, ça me vient comme ça, mais malheureusement, elle ne pourra pas voir le jour cette année, hein, comme une bonne moitié du calendrier 2021 français. Mais je vous invite du coup à vous orienter comme de bon nombre de choses malheureusement pour 2022. Côté, en tous les cas, Île-de-France. Il y en a un sacré paquet de courses. Et s'il y en a une, allez, que je dois vous conseiller, elle aura lieu, elle sera de retour en avril 2022, puisque elle aurait cette année connu sa 4e édition. Elle sera de retour donc en avril 2022. C'est le trail des balcons de la Seine à La Roche-Guyon. Des balcons de la Seine? Le trail des balcons de la Seine à La Roche-Guyon. C'est organisé par l'association Vexin Trail, qui organise plusieurs événements, hein. Il y a un trail il y a un Octu-Trail au mois de novembre, il y a un trail au mois de juin. Mais si je dois en retenir qu'un, ce serait celui-ci, le trail des balcons de la Seine à La Roche-Guyon. Il offre déjà 3, il y en a pour tous les goûts. Il y en a il y a pour les débutants, mais pour les confirmés, voire même un peu avancés. Donc c'est bien. Ça va de 10 à 24 et 10, 24 et 52 km. Donc en plus, il y a 3 épreuves. On va dire avec La Roche-Guyon, ici, on va tout simplement parler d'un des hotspots des activités de pleine nature en Île-de-France et en tous les cas dans le Vexin. C'est d'ailleurs là que toi, tu emmèneras les Chiloé. C'est à peu près dans C'est beaucoup là que ça va se passer, ouais. Ouais. et qui a un coin quand même, on peut le dire, hein, Parce que c'est le plus beau. qui est magnifique. Donc Non, mais parce que c'est vraiment, beaucoup là que ça va se passer, parce que c'est le plus beau, donc c'est pas compliqué. a priori pour se mettre au trail, là, tu en prends plein les yeux et Là, il y a un combiné, avec cette date-là, il y a un combiné de tout. Tu en prends plein les yeux parce que tu es enfin, vous allez être au pied, ce qu'il y a de plus dans le patrimoine géologique, naturel, historique. La Roche-Guyon, c'est un tout. Hein, c'est la réserve naturelle des Coteaux de Seine, c'est le château de la Roche-Guyon. On est là derrière, tout près en tous les cas de la frontière normande, avec la rivière Epte et le duché de Normandie qui commence tout de suite derrière. Donc, on a vraiment un tout. Et il y a plusieurs formats. Donc, vous pouvez même venir en famille, entre amis, à 10, 24, 50 km. Il y en aura pour tout le monde. Et puis ensuite, un autre, quelque part en France, où on sera sûr à peu près de pouvoir courir. La France, il y a tellement de trails et d'endroits assez fantastiques. Mais s'il y en a un qui doit me revenir, parce qu'il y en a beaucoup, allez, on va pouvoir peut-être y croire quand même. C'est donc à la fin de l'été, dans le cadre du Festival des Templiers. J'ai participé il y a 2 ans à une très belle course. Le Festival des Templiers, c'est évidemment un événement majeur du trail français. Énormément de monde. Mais par contre, alors moi je suis tombé de fan, j'y ai participé au moins 6 ou 7 fois aux Templiers. Je suis tombé fan des Causses à l'automne. Les Causses à l'automne, c'est vraiment... je pense que d'ailleurs, c'est vraiment extraordinaire toute l'année, mais à l'automne, avec ce petit feuillage de buis et de bouleaux aux couleurs automnales, c'est absolument incroyable. Et pour faire peut-être un petit peu moins peur que la course du dimanche, qui voit aussi quand même beaucoup de participants. Je pense à eux parce qu'ils ont maintenant annulé quand même 2 éditions consécutives, hein, donc c'est pas facile. Mais je pense à la course qui a lieu le vendredi,
qui s'appelle l'intégrale des Causses. Et c'est une course, c'est assez original puisque vous n'avez pas de barrière horaire. Bon, c'est quand même une course qui fait 60 de mémoire, qui fait 60-62 km. Hein. C'est pas anodin, bien sûr. Il y a 3000 mètres de dénivelé. Mais donc, on a mis un pied quand même dans l'ultra-endurance sans être encore non plus un monstre. Et ce qu'il y a de très agréable, c'est qu'il n'y a pas de barrière horaire. Donc, il n'y a aucun stress, on gère vraiment son flux, quoi. On est bien en avance, on est un peu moins bien, je prends du temps pour… Le parcours est juste assez incroyable. Ça a lieu le vendredi, donc c'est juste avant la grande messe du week-end où là, il y a presque un peu trop de monde quand même. Donc, le fait que ce soit le vendredi, pas de barrière horaire, dans un cadre absolument incroyable que sont les Causses à l'automne, ouais, j'ai envie de conseiller ça. Super. D'ailleurs, pour ceux dans le chat qui demandent comment avoir des plans d'entraînement, comment trouver des sorties sympas en Île-de-France, et ben, je vous invite à tenter l'expérience avec Julien. Partir avec un coach, ça a quand même plein de points positifs. Il va concrètement répondre à toutes vos questions et vous aider sur le côté gestion de l'effort, plan d'entraînement à mettre en place, idées d'exercices pour progresser aussi par des petites séances pendant la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous faire avancer à la vitesse supérieure là-dessus. Et on a une question de Lou Détendu. Je la prends parce que c'est une question qui est revenue aussi avant dans le chat qu'on n'a pas pu prendre par rapport à la vitesse. Quand quelqu'un se met au trail, voilà, plutôt sur l'initiation, donc un trail de 10 km environ. Tu conseilles, Julien, quel type de vitesse, enfin à quel type de vitesse il faut s'attendre à la fin de sa séance? Est-ce qu'on a fait aussi bien que d'habitude en running? Je sais que tu vas me dire non, mais voilà. Quelle vitesse à peu près moyenne tu donnes pour quelqu'un qui est, on va dire, bon en running, mais c'est un premier trail de 10 km? D'accord. Bon running, mes premiers… Oui, parce que souvent, on est déçus. Hein. Là, les valeurs ne La sont pas les mêmes. frustration doit être Ah gérée, bah ouais. non, ah bah non, là, les repères au 1000, c'est pas les mêmes. Je ne sais pas de quel… Je vais en venir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui va surtout être la clé, c'est le dénivelé. Donc là, je ne sais pas de quelle inclinaison on parle. Sur 10 km, bon, j'ai une idée que ça se fait sûrement en plaine, en Île-de-France, où ce n'est pas encore trop méchant. Mais définitivement, quand on n'a pas l'habitude de déniveler, on n'a pas besoin d'une pente à 10% pour être vite calé. Hein. 3-4%, ça va déjà en calmer à peu près 80% d'un peloton de coureurs à pied, enfin sur route, pardon, va commencer à tout de suite pêcher des 3-4%. Hein. Donc, c'est surtout là que ça va se jouer. Donc, faut pas avoir peur, faut pas se sentir honteux. On dit, ben, c'est comme ça. Un 10 000 en trail avec, j'imagine, sûrement quelque chose qui doit ressembler à 200-300 mètres de dénivelé. Faudra pas avoir peur de, je sais pas votre niveau exactement, un bon coureur. Faudra pas avoir peur d'être sur du 1h10, 1h20 même. Hein. Ça sera même pas déconnant, quoi. Mais encore une fois, je Ça ne sera connais pas pas honteux. exactement l'inclinaison du parcours. Hein. Ni sa technicité, bien sûr, aussi. Hein. Attention, je parle d'inclinaison, mais il y a la technicité. Oui, et puis si tu es en pleine pluie avec plein de boue, j'imagine que là, on parle aussi Bien d'autre sûr. chose. Ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas que la pratique du dénivelé. Il faut un sur route souvent. Bah, on se laisse aller. Hein. On a un bitume, on s'attend et on est prêt à courir quelque chose qui doit être relativement propre devant soi. Donc, on fait beaucoup moins attention à la pose du pied, ce qu'on appelle la pose du pied. Trailer, alors si on vient de la route, clairement, attention, pas tomber dans ce piège où si on a un regard plus de montagnard et autres, ça peut aider. Hein. La pose du pied, on la fait même quand on randonne. On va chercher le bon caillou pour avoir une meilleure poussée, on va faire attention. Quand on vient de la route ou quand on ne vient pas du tout de la course à pied, faut-il se méfier de ça? En trail, on va bien sûr pouvoir quand même trouver la bonne racine, le pied sur lequel prendre un peu plus d'assises pour mieux pousser. Mais il faut savoir aussi
anticiper, lire le terrain. On regarde bien sûr tout ce qui se passe autour de nous, mais la lecture du terrain est bien sûr, comme vous l'imaginez, bien plus importante. C'est comme de faire du VTT ou de la route. VTT, on ne sait pas ce qu'il va y avoir sous le tas de feuilles, derrière la racine qui va sûrement glisser. En VTT, en trail, c'est tout aussi important. En résulte évidemment une certaine économie. Il faut savoir, il faut apprendre, il faut se découvrir et apprendre à courir à l'économie. Le trail, sur la route, il y a les mêmes questions qui se posent, bien sûr, mais le trail peut-être un peu plus, parce que bien évidemment, il y a le dénivelé, mais les racines, les cailloux, les petits dévers vont être tout autant de petites choses qui vont venir influencer sur sur vos nerfs et vos muscles, surtout. Je pense surtout aux ischios, tout ça aux genoux qui vont petit à petit travailler, se modeler. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas oublier que le terrain, il ne va pas être, même si ça monte ou ça descend, ce n'est pas quelque chose de rectiligne. Tout ça, vos tendons, le tendon d'Achille, tout ça, c'est des petites choses très, très peu perceptibles, mais qui sont, croyez-moi, prépondérantes. C'est très important si on veut s'inscrire sur la durée. Si tout ça, c'est bâclé, vous ne durerez pas malheureusement parce qu'il y aura une blessure. C'est pas que vous ne perdrez même pas la motivation ou la blessure vous rappellera bien assez vite. Et tout ça, ça va arriver à moins, attention, on vient d'un certain background sportif, etc. Mais quand même, il faudra faire attention parce que ça vous arrêtera tout de suite sur le bord du chemin. Ok. Et du coup, Julien, parce que là, il est 20h01, on arrive sur la fin de cette masterclass. Il y a une dernière question qui est arrivée que je voulais qu'on prenne. C'était une question de Laurent qui demandait quel était l'équipement de base à mettre dans son sac pour un trail de 3-4 heures, conditions météo changeantes. 3-4 heures, conditions météo changeantes. Ah bah tiens, ça c'est top ça. Une petite veste hyper légère. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce matos-là, qui se roule en boule. Ça, non seulement c'est hyper léger, ça tient, regarde, voilà, Ouais. la main. Hyper léger, hyper compact, mais déjà suffisamment chaud. Alors, je ne vais pas faire le Mont Blanc avec, mais suffisamment chaud pour 2, 3, 4 heures. Je sais qu'il peut y avoir potentiellement un petit coup de moins bien. Je vais passer ce coup de moins bien, c'est sûr. Coup de moins bien ou pas, enfin, météo capricieuse ou pas, quand on part 3-4 heures, ça c'est le côté guide de montagne qui ressort tout de suite toujours, enfin je pense. Il faut aussi penser, on part souvent seul ou entre amis, mais on part souvent loin de la route, c'est la définition propre du trail. Dans son sac, il faut toujours quand même avoir, on pense qu'avec ça, un téléphone, on va tout faire, mais ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir répondre les 20 premières minutes. Dans son sac, à partir d'une sortie de 3-4 heures, il faut toujours quand même un minimum de matériel pour la sécurité. C'est-à-dire en 3-4 heures, ma sécurité, elle va surtout passer par le chaud-froid. Si je me blesse, si je dois attendre un petit peu, ce qui va être déterminant, c'est le chaud-froid. Donc, si je peux quand même revêtir un petit truc comme ça, c'est déterminant pour l'heure un peu délicate qui arrive. Donc, ça, c'est très important, c'est d'avoir quelque chose pour pallier à un petit moment de moins bien. Sans même parler d'un accident, on peut avoir un vrai coup de moins bien. Pendant une demi-heure, on est sur le bord du chemin, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a mal digéré la semaine de boulot, on a mal mangé à midi, X et tas de raisons. Donc ça, il faut quand même toujours, ça évitera toujours la vraie boulette. Ensuite, on a parlé nourriture, banane, pomme-pote, mais enfin, il ne faut pas oublier que surtout la base, ça reste en fait l'eau. En fait, on n'a même pas parlé, mais the base of the base, c'est ça. Donc 3-4 heures, je vais forcément avoir un sac type camel, je pense. Donc, en fait, je vais prendre plus d'eau qu'il n'en faut. J'ai toujours, c'est comme à la bonne paye, il y a toujours une case en cas de besoin. La sécu, dans tout ce qu'on fait en sport nature, quand on part au fond de la forêt, là, ou quelques heures, il faut que quelque part, dans ma poche, j'ai un truc en cas de besoin,
je sais que j'ai le petit bonus pour passer le moment critique qui peut être l'attente d'un secours. Voilà, ça c'est quand même hyper important. Et puis on est parti 3-4 heures, hein. On n'est pas parti non plus, on n'emmène pas à la maison non plus. Hein. Parfait, c'est très clair. D'ailleurs, aux personnes dans le chat qui demandaient quand est-ce que les départs avec toi, Julien, reprendront, eh bien, dès mai. Dès mi-mai, vous pourrez aller faire du trail avec Julien. Donc, dans le Vexin, vous avez compris le spot de rêve. Il y a le trail, le parcours est assez exceptionnel. Moi, c'est la chance que j'ai, ce sont mes parcours. Le matin, je me lève, je suis sur place. Le parcours de trail, il est assez magique. Je vais vous emmener découvrir la réserve naturelle nationale des Coteaux de Seine, entre Véteuil et La Roche-Guyon. Un balcon au-dessus de la vallée de Seine, ici, hein, entre Val d'Oise, Yvelines et Normandie. Il y a pas mal de dénivelé, mais pas que. On ne fait pas que du dénivelé non plus. Je saurai m'adapter forcément au petit groupe qui viendra. Et puis, il y a les déclinaisons pour forcément aller un peu plus loin. Il y a la déclinaison micro-aventure VTT qu'on a ensemble. Il y a VTT, ouais, et puis le canoë. Et puis, elle a un peu plus chill out, on va dire, mais qui reste quand même. Bon, avec toi, et ce sera toujours sportif quand même. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la journée, on dort bien quand même. C'est la version canoë randonnée. Et je vous ai mis dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. Je vous ai mis le lien. Voilà. Ouais, de la micro-aventure. Et puis nous, on va clôturer cette masterclass. Pour ceux qui sont encore avec nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une masterclass avec nos amis de Surfrider. Ouais. Où là, du coup, on traitera moins d'une discipline, mais plus d'une thématique plus générale. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass. L'intitulé exact, tu l'avais mis, je crois. Oui, c'est l'intitulé exact, c'est « Rejoindre un projet de sciences participatives ». Tout à fait, avec les amis. À 19h, comme d'habitude à 19h. Et les replays sont toujours dispo sur le site. Voilà, très bonne soirée à vous tous en tout cas. Et merci beaucoup pour votre participation dans le chat. C'était très appréciable. Ouais, merci beaucoup. À tous. Et merci à toi surtout, Julien. Ouais, pour toutes les infos. Toutes les infos. Là, beaucoup de gens vont se mettre au trail. Super. Ils vont se mettre au trail dans le Vexin. Ouais, c'est ça, surtout au trail dans le Vexin. Merci alors, j'ai pas vu la petite tête qui nous a dit merci, mais merci à toi, chers participants. Bye bye, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt sur les sentiers. Ciao. Bonne soirée à tous.